Des journalistes interpellés manu militari et convoqués au SCRIC, des récépissés retirés, des suspensions de journaux. Eh bien, depuis quelques semaines déjà, la presse togolaise vit une situation assez difficile au Togo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur? Est-ce la faute des journalistes? Est-ce qu'ils ne respectent pas l'éthique et la déontologie de leur métier? Ou bien assistons à un recul des libertés, surtout de la liberté d'expression? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité Jacques Diakouty, ancien président du Conseil national des patrons de presse. Jacques Diakouty, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'être notre invité. Merci. J'ose croire que la situation que vit la presse togolaise ces derniers moments ne vous laisse pas indifférent. Justement, je crois que ça fait mal quand vous êtes un ancien responsable du patronat de la presse et que vous assistiez à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ça fait un peu mal et c'est triste, le moment que la presse est en train de traverser. Mais je crois qu'on peut se rattraper s'il y a la bonne volonté des deux côtés, c'est-à-dire journalistes que nous sommes et les acteurs qui sont là, qui sont censés nous protéger, qui sont censés garantir la liberté de presse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé. Et ce fossé-là, par manque de confiance au fait. On ne se fait pas mutuellement confiance entre acteurs, c'est-à-dire les journalistes, et c'est-à-dire la HAC. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse peut-être organiser, ne serait-ce qu'une rencontre sincère entre ces acteurs et la HAC, et se dire au fait, nous avons ensemble un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est quoi? Nous tous, et nous sommes censés sensibiliser, éduquer, former et communiquer. Au fait, c'est ça. C'est ça ce qui nous attend entre acteurs et journalistes que nous sommes. Donc, il faudrait également que, au-delà de ça, que la HAC se dise que sans l'existence des journalistes, cette HAC aussi ne peut pas exister. La HAC a été installée, au fait, suite, effectivement, à la création de ces journaux. C'est-à-dire, c'était d'abord les radios, les radios privées, les télévisions, ensuite la presse écrite, pour réguler. Donc si aujourd'hui cette HAC est là, d'abord c'est pour nous, c'est-à-dire acteurs, c'est-à-dire journalistes que nous sommes. Donc il faudrait que chacun mette la balle à terre et qu'on se dise que nous avons un travail noble. Et par rapport à ce travail noble-là, il faut qu'on s'entende. Et s'il faut qu'on s'entende, il faudrait que chacun d'entre nous, chacun puisse jouer sa partition. La partition dans le sens où, s'il y a par exemple des dérives, il faut qu'on s'appelle et qu'on essaie de discuter et qu'on essaie de trouver des solutions. Mais s'il faut chaque fois, il faut brandir par exemple le bâton, vous savez, c'est vrai, vous pouvez brandir le bâton. Mais à un moment donné, si vous brandissez chaque fois le bâton, vous risquez d'endurcir le cœur peut-être de celui qui est en face de vous. Donc il y a la pédagogie, mais en plus cette pédagogie-là, je crois qu'il faut que, acteurs que nous sommes, puissions nous entendre. C'est très important pour que la presse togolaise puisse retrouver ses lettres de noblesse. C'est important. Alors, par rapport à ce qui se passe, en tout cas ce que subissent les médias ces temps-ci, la HAC a fait une sortie il y a quelques jours et le président de la HAC a tenu des propos. La récréation est terminée. En tout cas, des propos qui, au sens de beaucoup de journalistes, semblent sonner le glas d'une période où la presse jouissait d'une véritable liberté d'expression. Je suis d'accord avec vous. Et puis, vous savez, quand le président de la HAC dit que la récréation est terminée, la récréation est terminée par rapport à quoi? Même s'il y a des dérives, je crois que c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, il faut utiliser la pédagogie. Et vous savez, lorsque les journalistes sont convoqués à la HAC, et on demande par exemple à ces journalistes de donner les preuves de ce qu'ils écrivent. Nous tous nous savons, nous avons été à l'école du journalisme et c'est souvent un peu difficile de donner le nom de celui qui vous a donné l'information. Mais du moment où les confrères brandissent par exemple des preuves, il faudrait que la HAC puisse peser et voir le pour et le contre. Vous savez, la dernière en date, quand la sanction est infligée à Alternative, il faut reconnaître que vraiment c'est un peu trop. On a demandé aux confrères de fournir, par exemple, les preuves. Selon ses dires, il a fourni les preuves.
Et vous avez vu, il a publié sur les réseaux sociaux les preuves qu'il avait à sa disposition. Donc, c'était à la HAC de prendre, par exemple, ces preuves et se dire, bon, écoutez, nous ne voulons pas aller au fond du dossier parce que nous ne sommes pas à la justice. C'est à la justice de faire le reste du boulot. Mais vous demandez les preuves, le monsieur vous présente les preuves, vous dites non, on n'est pas à la justice, et à la fin de ça, on dit on l'a encore sanctionné. Bon là, on le sanctionne maintenant par rapport à quoi? Vous voyez, au fait, c'est ça le problème. Si c'est les preuves, le monsieur dit qu'il a brandi les preuves. Si par exemple la HAC faisait la part des choses, c'est-à-dire, entre-temps, on a entendu la HAC dire que certains confrères, quand ils viennent par exemple à la HAC, ils sont un peu hautains, ils ne veulent pas effectivement respecter les membres de la HAC. Si c'est par rapport à ça qu'on veut prendre des sanctions sur ces journalistes-là qui ne les respectent pas, là c'est autre chose. Ouais. Mais il faut faire la part des choses par rapport à la déontologie, l'éthique. C'est important. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Ferdinand, on a compris que vraiment il y a un problème par rapport à cette sanction. Il faut qu'on se dise la vérité. On pouvait peut-être lui blâmer, dire bon écoute, on te met une mise en garde, mais sanctionner jusqu'à 4 mois, quand même, c'est quand même un peu trop pour un journal qui avait été suspendu dans l'affaire avec l'ambassadeur de France, et aujourd'hui encore on le suspend et on sait qu'il a encore un autre procès avec l'affaire dite Pétrole-Gate. Et qu'on le sanctionne encore 4 mois, c'est quand même un peu trop pour une seule personne. Je crois qu'il faudrait que la HAC a encore les moyens de revenir sur la décision, d'abroger un peu cette sanction-là pour que notre confrère puisse retrouver effectivement sa plume et écrire encore pour le bien de ses lecteurs. D'autant plus qu'en interne, on le voit ces derniers temps, la décision de la HAC n'a pas fait l'unanimité. Il y a un autre membre de la HAC qui a pris le contre-pied de ce qui a été dit, qui, si on doit comprendre entre les lignes, accuse ceux qui ont pris la décision d'avoir tronqué la vérité des faits. Justement, c'est pourquoi, quand vous lisez un peu ce que Zeus a envoyé à la HAC, ça ressort effectivement comme si les preuves qu'on avait demandées à Ferdinand n'a pas donné les preuves. Alors que dans ce que Zeus a dit, c'est comme si le confrère a donné les preuves. Mais c'est la HAC qui a refusé de pouvoir prendre ces preuves et dire qu'il faut que ces preuves-là soient versées dans le dossier de la justice. Donc je crois qu'il faudrait que la HAC revienne sur de bons chantiers, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la HAC. On le dit toujours, s'il n'y avait pas de journalistes, je ne pense pas que l'État devait créer cette institution-là. Donc, ils sont là pour nous. La HAC constitue aujourd'hui pour nous comme un rempart et un parapluie. S'il faudrait que la HAC constitue encore pour nous un danger, vous voyez que finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, je supplie une fois encore la HAC de revoir effectivement cette décision-là, du moment où eux-mêmes, ils ont dit, je ne sais pas si vous avez lu un peu la conclusion de ce que la HAC a dit, que le ministre est prêt encore à se plaindre à la justice. Oui. S'il est prêt à se plaindre à la justice, mais laissez la justice faire le reste. Donc, vous voyez, sanctionner Ferdinand de cette façon-là, je crois qu'il y a quelque chose à redire. Une fois encore, il faudrait que, s'il y a ce genre de choses, utilisons toujours la pédagogie. En utilisant la pédagogie, on arrivera à trouver effectivement des solutions. Franchement, vous savez, la précarité dans laquelle baignent effectivement les journaux, baigne la presse aujourd'hui, et s'il faut suspendre encore quelqu'un pour 4 mois, c'est quand même un peu difficile. C'est un peu quand même trop. Donc, nous demandons effectivement à la HAC. Les organisations sont allées rencontrer la HAC, ils ont plaidé pour que la HAC puisse revoir ne serait-ce que cette sanction-là. Espérons que la HAC effectivement reviendra sur de meilleurs sentiments et revoir une fois encore cette sanction-là. Alors, côté presse, est-ce que finalement on n'avale pas un peu trop de couleuvres? J'ai l'impression quelquefois que on dit que c'est la HAC, elle prend sa décision, les organisations professionnelles vont aller la voir, vont aller lui demander de reconsidérer la décision. Non, si la décision est abusive, on peut attaquer. Pourquoi on n'exploite pas ces voix dans la presse? On se laisse trop facilement faire finalement. Non, je ne crois pas qu'on se laisse faire. Je ne pense pas. Et pour information, vous savez que Ferdinand a déjà également introduit un recours
au niveau de la chambre administrative par rapport à cette décision. Je crois qu'il faut toujours exploiter ces canaux-là. Je suis souvent un peu d'accord avec vous, parce que du moment où la HAC prend la décision, les gens sont là, ils croisent les bras, ils attendent à ce que la sanction finisse et puis ils reprennent. Mais il faut qu'on apprenne également à exploiter d'autres sources et d'autres canaux qui nous sont favorables. Donc je crois que même, Niaoui, personnellement, il ne faudrait même pas qu'on ait à la sanction, jusqu'à ce qu'on ne fasse encore des recours. Vous voyez, ce qui se passe actuellement au niveau de la HAC, il faut reconnaître que les gens ne sont pas contents et les gens le dénoncent. Donc il faudrait également que, journalistes que nous sommes, il est vrai, vous savez, nul n'est parfait et nul n'a la connaissance infuse des sujets. Mais il faudrait que, lorsque par exemple nous avons ces genres de choses, il faudrait qu'on fasse la part des choses et qu'on s'entende. C'est ça l'essentiel. Vous savez, nous sommes en train de traverser un moment difficile avec ce corona. Et l'État est en train d'exploiter les médias. Et tenez-vous bien, s'il n'y avait pas ces médias privés aujourd'hui, je ne sais pas comment l'État ferait pour sensibiliser nos populations. Donc il faudrait que les gens reconnaissent le bien fondé de cette presse-là. Il est vrai, Samuel, nous aussi, nous avons des choses à nous reprocher, mais il ne faudrait pas qu'on puisse en abuser par rapport à ces sanctions. Et puis on a l'impression que l'attitude de la HAC est quelquefois à géométrie variable parce que elle est prompte à déverser sa colère quand une autorité du pays, quand on a vu ce qui s'est passé avec le cas de l'ambassadeur, on a vu ce qui s'est passé avec ce ministre-ci et tout. Mais il y a des journaux qui, aujourd'hui, quand on voit un certain nombre d'articles qui s'attaquent à une certaine classe politique, on peut peindre des gens d'une certaine manière. Cette HAC ne réagit jamais. C'est finalement une discipline à géométrie variable. Mais c'est ce qui laisse transparaître au niveau de l'opinion. Parce que l'opinion ne comprend pas souvent. Il y a certains journaux, ils s'attaquent à des gens, on ne dit rien. Mais au moment où on écrit sur quelqu'un d'autre, vous voyez que la HAC est prête à sévir. Donc je crois qu'il ne faudrait pas que les choses soient également ainsi. Vous savez, la HAC ne doit pas être là seulement pour une classe, mais la HAC doit être là pour tout le monde. Ça, c'est important. S'il faudrait que les gens, la HAC prenne une décision et que l'opinion commence par douter de cette décision-là, vous voyez que finalement, la crédibilité de la HAC même est en jeu. Donc, il faudrait que les décisions que la HAC doit prendre aujourd'hui puissent refléter l'opinion. C'est comme l'élection au niveau de Miss Togo. Vous savez, souvent, c'est vrai que le jury se trompe. Mais vous voyez, lorsqu'on annonce des résultats, si ceux qui sont les spectateurs ne sont pas contents, vous voyez comment ils manifestent. Donc c'est la même chose. Vous savez, au niveau de la HAC, les gens ne vont pas crier pour que vous puissiez entendre, mais les gens rouspètent dans leur chambre, dans leur bureau, et se disent que non, ce qui a été fait là, c'est pas normal. Et vous voyez ce que les journaux, par exemple, dénoncent aujourd'hui, Niaoui. Il faut qu'on se dise la vérité. Bon, il y a une part de vérité dans ce que les confrères sont en train de dénoncer. Mais il faudrait, si par exemple un ministre se sent lésé ou attaqué, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas la connaissance infuse sur certains sujets. C'est vrai que les ministres peuvent se plaindre s'il y a des dérives, mais il faudrait que lorsqu'on veut prendre également les sanctions, que la sanction ne dépasse pas effectivement le sujet évoqué par le journaliste. Vous voyez, là c'est vraiment c'est un peu déplorable sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait que nous puissions revenir sur de meilleurs sentiments. Je crois que la HAC peut se rattraper encore. La HAC peut se rattraper et nous aussi, nous pouvons nous rattraper. Ça dépend également de ce que chacun d'entre nous voulons effectivement pour cette presse. Et vous savez, quoi qu'on dise, Niaoui, ça ne fait pas bonne presse à nos autorités lorsque l'opinion nationale évoque toujours le recul sur les libertés au Togo. Ça ne fait pas bonne presse pour nous. Donc il faudrait que la HAC puisse revoir son mécanisme, sa façon effectivement de sanctionner ces journaux. Alors, maintenant qu'on a parlé de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui doit revoir sa méthode, ses sanctions, par rapport à la presse elle-même, il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il y a beaucoup de dérives. Est-ce que de ce côté, il n'y a pas des choses à revoir? Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement accuser la HAC, mais nous aussi. Il faut reconnaître que nous reconnaissons également souvent les tares que nous avons par rapport à la maîtrise de certains sujets. Il y avait une rencontre entre-temps au niveau de Sarakawa, initiée par l'UPF. Le jour-là, au niveau de Sarakawa, nous avons entendu beaucoup de choses.
Les ministres se sont plaints, les journalistes également. Finalement, on s'est dit, vous savez, il y a eu le vrai problème, c'est qu'on ne communique pas. Oui. C'est tout le problème, le débat à ce niveau. Et l'autre aspect également que nous avons cerné ce jour, c'est que les journalistes que nous sommes, certains n'ont jamais même ouvert la première page du code de la presse. En fait, c'est ça aussi le danger. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas souvent ce code, même le code de déontologie que nous sommes attribués en tant que journalistes, certains ne lisent pas ce code. Donc il faudrait que, c'est vrai à notre niveau, il y a également un travail à faire. Ça, on le reconnaît. Et presque tous les journalistes reconnaissent qu'il y a également un travail à faire à ce niveau. Mais ce n'est pas parce que nous traînons par exemple ces défauts qu'il faudrait également dire que nous jeter l'anathème au niveau de la corporation. Non, il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Et j'ai évoqué tout à l'heure le cas de coronavirus. Je vous jure que s'il n'y avait pas ces journaux, s'il n'y avait pas ces radios, s'il n'y avait pas cette télévision, je ne pense pas là où nous en serons aujourd'hui par rapport à la sensibilisation. Donc c'est vrai, nous reconnaissons, il y a des problèmes à notre niveau, mais ces problèmes-là doivent être gérés par nous-mêmes et réglés par nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra effectivement régler ces problèmes-là à notre place. Donc je crois que la balle est également dans notre camp. Le jour-là, nous-mêmes, on a fait l'auto-jugement sur nous-mêmes par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous sommes en train de faire. Il faudrait que nous trouvions ne serait-ce que des espaces pour pouvoir revoir nous-mêmes le travail que nous sommes en train de faire. Donc, une sorte d'état généraux de la corporation, c'est-à-dire de la presse privée également s'impose pour voir ce que nous allons faire pour que nous ne puissions pas couler ensemble par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez évoqué tantôt ce code de la presse que beaucoup de confrères ne prennent pas la peine de lire. Alors, toutes ces... En tout cas, le couperet aujourd'hui a commencé par tomber avec beaucoup plus de véhémence lorsque le nouveau code de la presse est intervenu. Est-ce qu'il n'y avait pas un piège dans ce nouveau code qui n'a pas été décelé dès le départ par les journalistes? Bon, on avait évoqué personnellement, moi j'avais évoqué ce sujet, mais on m'a dit non, que certains ont dit qu'il n'y avait pas de piège. Mais finalement, les gens ont commencé par voir que effectivement il y a eu des pièges. Vous savez, nous-mêmes à notre niveau, nous avons fauté. Pourquoi je dis nous avons fauté? C'est-à-dire que lorsque nous avions eu par exemple le jet de ce code-là, on devait constituer un collège d'avocats, de juristes, pour nous aider dans la lecture de ce code-là avant de valider ce code. On n'a pas eu l'ingénieuse idée de le faire. Aujourd'hui, il y a des choses quand même dans ce code-là qu'il faut revoir. Ouais. Le jour-là, autour de la rencontre, on nous a dit que ce code peut être évolutif, c'est-à-dire que ça peut évoluer. Ça peut encore faire l'objet de changements, de réécriture au niveau de certains sujets. Et c'est vrai, ça il faut le reconnaître. Je crois qu'il y a des pièges quand même dans ce code-là et il faudrait que le législateur puisse revoir encore, ne serait-ce que l'écriture de ce code-là. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, quand on dit par exemple à cette presse de se transformer par exemple, on nous a dit aujourd'hui pour créer une presse, créer par exemple la radio, créer une télévision et tout ça, il faut déclarer les gens à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a eu, vous voyez, la précarité dans laquelle cette presse-là est en train de vivre. Donc il faudrait que les journaux aujourd'hui réfléchissent à voir comment avoir des véritables entreprises de presse. Je prends par exemple les journaux qui paraissent par exemple peut-être les jeudis. Ils peuvent partir en un groupement pour dire, bon écoutez, nous allons fusionner et créer un seul quotidien fort qui doit paraître les jeudis. Et comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Mais si nous voulons rester chacun dans son coin, d'autres paraissent le lundi, le mardi jusqu'au vendredi, vous voyez que ça va créer des problèmes. Quand vous lisez le code là, parler d'une entreprise de presse, c'est pas de la mer à boire, hein, mais ça demande beaucoup de choses, demande très beaucoup de choses. Je crois que, je ne sais pas si d'ici 2 ans, certains pourront le faire. Mais parlant des radios, des télévisions, je crois qu'eux, ils n'auront pas de problème. Mais la presse écrite, ça sera vraiment la croix et la bannière pour que certains puissent effectivement répondre aux exigences de ce nouveau code-là. Donc, le code-là peut être évolutif. On peut encore relire ce code et modifier certains articles qui ne font pas effectivement
qui ne donne pas totalement la liberté, effectivement, à ce code-là. Donc, je crois que, comme je disais tout à l'heure, la balle est dans notre camp, la balle est dans le camp également du gouvernement, parce que le jour-là, le ministre de la communication y était, et celui de chargé des relations avec les institutions. Donc, je crois qu'ils ont donné leur version de la chose, et nous aussi, on a parlé. Donc, tout dépendra de chacun, comment nous allons nous prendre pour que lorsque le code-là sera appliqué, parce que vous vous rappelez la déclaration du ministre de la Communication qui disait que le code de la presse et le code pénal peuvent être la lisière au niveau de la justice. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il y a des choses quand même qu'il faut revoir, parce que lorsqu'on prend par exemple un journaliste, qu'est-ce qu'il faut l'appliquer? Parce qu'on avait parlé de l'article de Carlos, qu'il avait publié d'abord sur sa page Facebook et sur son site avant d'aller vers le journal papier. Donc, et c'est sur ça qu'on avait convoqué. C'était la même chose avec Ferdinand aussi. Il avait publié un article sur sa page Facebook avant qu'on ne puisse le convoquer. Et après, finalement, on dit non, il ne faut plus qu'il vienne. Vous voyez? Donc, il y a des choses quand même qu'il faut revoir. Lorsque nous écrivons, par exemple, un article, quel code faut-il nous appliquer? Est-ce que, quand on écrit sur sa page Facebook, est-ce que c'est le code pénal ou bien le code de la presse? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'amalgame autour de ces choses-là que nous-mêmes, nous devons revoir en tant que journalistes et acteurs de la communication pour ne pas tomber dans ce genre de pièges-là. Au regard de ces choses qui se passent aujourd'hui, Jacques Diakouty, est-ce que vous avez le sentiment qu'on reste toujours ce quatrième pouvoir? On reste toujours ce quatrième pouvoir parce que nous sommes là, il faut reconnaître Niaoui. Et si vous n'étiez pas là aujourd'hui pour parler, si les journaux n'étaient pas là pour dénoncer, si les radios ne sont pas là pour sensibiliser, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes toujours ce quatrième pouvoir, mais reste maintenant, nous, acteurs que nous sommes, comment nous exerçons ce quatrième pouvoir, le pouvoir qu'il y a entre nos mains, comment nous l'exerçons. Faites tous les débats à ce niveau. Moi, je crois qu'il faudrait que les journalistes que nous sommes et également les autorités, il faut que les autorités essaient de nous accompagner également. Vous ne pouvez pas, c'est vrai, on peut dire que vous avez le pouvoir, mais vous savez, une armée qui est là, qui n'a pas l'armement, ce n'est pas une armée. Vous voyez, donc je crois que tout dépendra des moyens que nous-mêmes nous avons et les moyens également que le gouvernement met à notre disposition. Il ne faudrait pas seulement rester là à tirer sur cette presse, il faut également soutenir cette presse-là. C'est important. Le travail que cette presse est en train de faire mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné. En fait, c'est ça. Lorsque vous mettez par exemple un enfant au monde et vous ne prenez pas soin de cet enfant et vous dites à cet enfant de donner un rendement, c'est pas possible. Si vous avez raté la cible, dites-vous que l'enfant ne va pas réussir. Donc aujourd'hui, si la presse togolaise réussit, si cette presse privée réussit, c'est à l'avantage effectivement des autorités. C'est à l'avantage de tout le monde. Donc je crois que chacun d'entre nous, c'est important que nous jouions notre partition, mais il faudrait également que l'État puisse soutenir le travail que cette presse-là est en train de faire. Vous avez beaucoup insisté sur le dialogue qui doit exister entre les deux entités, les acteurs de la presse et les autorités, la HAC, le pouvoir. Alors, qui prend l'initiative de ce dialogue? Il faut un cadre où on se retrouve souvent pour parler? Il faut qu'on se retrouve. Je vous disais tout à l'heure que l'initiative que l'UPF a eu à organiser cette rencontre, c'était vraiment une très belle occasion. Et c'est pour une première fois où on a vu un ministre de la Communication rester dans les débats jusqu'à la fin. Et son collègue également de chargé des institutions. Donc je crois qu'on peut. Vous savez, il faut reconnaître que les autorités que nous avons dans ce pays ne sont pas fermées. Et c'est des gens qui sont... Et puis nous sommes de la même génération. Et c'est ce qui fait notre fierté. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous avez presque le même âge, c'est souvent facile de dialoguer. Vous voyez, c'est ce que nous avons senti la fois dernière. Donc, je crois qu'il faut pérenniser cela. Il faudrait que l'OTM puisse prendre effectivement la relève et, avec les autres organisations, organiser ce genre de rencontres. Vous savez, quand vous prenez par exemple le Sénégal, que je connais un peu, lorsque, par exemple, un journaliste sénégalais accompagne le chef de l'État dans un voyage, lorsqu'ils reviennent, le journaliste est censé organiser une conférence de presse pour relater ce qu'il allait voir avec le président à ses confrères. Et le lendemain, vous allez voir tout commence par écrit. Je crois qu'on peut s'organiser également dans ce sens. C'est vrai qu'actuellement,
avec coronavirus, on n'allait plus à voyager, mais ces cafés de rencontres, de discussions, on peut le faire. Je crois que cela pourra nous aider. Niaoui, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, c'est important. Il ne faudrait pas que chacun reste dans son coin et tirer sur l'autre, mais lorsque nous nous retrouvons et lorsque nous dialoguons, nous trouvons toujours des solutions. Vous voyez, dans le temps, avec les organisations que nous avions, avec l'UGIT parlant de Augustin Zizing et Credo, vous savez, lorsqu'il y avait ce genre de problème, on allait toujours rencontrer les autorités et on discutait. Et vous allez voir qu'en ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait des tensions, mais on n'assistait pas tellement à la suspension des journaux. C'est vrai qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et ce qui est important, il faudrait également que les responsables des organisations que nous mettons à la tête de ces organisations, que nous puissions placer notre confiance en eux. C'est ça, c'est important. Lorsque nous ne leur faisons pas confiance, c'est ça aussi le danger. Et l'autre aspect également, c'est que nous constatons que certains ne veulent pas également intégrer, certains ne veulent pas faire partie de ces organisations. Chacun rentre dans son coin, il est patron. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc je crois qu'il faut qu'on se fasse confiance et qu'on puisse échanger. Comme je le disais, nous, on a le monopole de la connaissance Niaoui. Nous tous, on apprend de l'autre. Ça, c'est important. Et lorsque nous nous retrouvons, vous allez voir que quand Niaoui parle et que je parle, l'autre aussi parle, on apprend. Oui. On apprend. Donc, il est important que ce dialogue-là puisse continuer, qu'on puisse pérenniser ce genre de rencontres avec les autorités et les acteurs de la presse. Je crois que nous pourrons aplanir effectivement nos mésententes. Il y a de quoi rester optimiste. Moi, je suis un chrétien. Je ne pense pas qu'il y a péril à la demeure. Non, je ne crois pas. On peut toujours se rattraper. On peut toujours s'entendre. On peut aplanir effectivement les divergences. Nous sommes des êtres humains et vous savez, nous n'avons plus autre espoir que la vie que nous avons aujourd'hui. Si demain nous n'avons pas cette vie, là d'accord. Mais si nous avons la vie aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on s'entende. On peut échanger et on peut trouver des solutions. Donc l'espoir dépendra de nous. L'espoir là dépendra de toi, Niaoui, et de moi. Si nous avons la bonne volonté que ça marche, ça marchera. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez, donc, moi, je crois qu'il faut que nous soyons optimistes au niveau de cette presse, que ce soit les institutions à la HAC et les organisations et les journalistes que nous sommes. C'est le Togo que nous avons en bien commun. Moi, je n'ai plus une autre nationalité, à part la nationalité togolaise. C'est notre pays. Et si nous voulons que le pays puisse réussir, il faut que chacun puisse donner le sien. C'est important. Jacques Diakouti, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, Samuel. Ancien président du Conseil national des patrons de presse, le CONAP. Voilà qui nous amène à la pause. Nous regardons ensemble le journal. Et dans une dizaine de minutes, on va passer à regard croisé.